Oui, bonjour, donc, je suis Antoine Couturier, je suis délégué régional de Corabio, qui est donc la Fédération des paysans bio. Nous, on avait une question avant de... Je pense que le débat va rentrer dans la discussion sur l'agriculture biologique et puis les détails techniques du texte, mais nous, on avait plutôt une question d'ordre démocratique. Donc, je proposais de poser ma question à Michel Rivasi. Depuis que l'agriculture biologique est définie au niveau européen, c'est la première fois que le Parlement européen, donc les eurodéputés, qui sont les seuls des co-législateurs à être élus par les citoyens, c'est la première fois que les parlementaires européens sont amenés à se positionner sur l'argumentation bio. Donc nous, on est évidemment très satisfaits de ça. Simplement, comme vous l'expliquez, Monsieur Andrieux, on est aujourd'hui rentré dans une phase de trilogue où nous, on se questionne sur la capacité du Parlement à continuer à peser dans la discussion face à une commission européenne qui menace à tout moment de retirer le texte si elle obtient pas ce qu'elle veut, et face à un conseil des ministres de l'agriculture qui est plutôt frileux et assez peu ambitieux. Donc du coup, ma question que je propose de poser à Madame Rivasi, c'est, selon vous, selon quelle modalité vous, eurodéputés, et globalement le Parlement européen, vous pouvez encore peser dans cette phase de trilogue pour défendre une bio qui soit ambitieuse et qui corresponde aux attentes des citoyens européens? Je fais référence à la consultation que la Commission européenne avait organisée, où les réponses des citoyens européens étaient très clairement pour un renforcement de l'argumentation bio, une bio exigeante, proche des valeurs fondamentales de la bio. Et ma deuxième question qui est connexe, c'est comment pensez-vous que les organisations paysannes, citoyennes, peuvent vous aider dans cette dernière phase à faire avancer la bio dans un sens ambitieux pour la défense d'une bio proche des valeurs et au service des paysans et des consommateurs? Très bonne question. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, et merci Muriel pour l'organisation de cette journée, parce que c'est rare lorsque vous voyez autant d'eurodéputés. En Ardèche, autant d'eurodéputés, dans l'Ardèche, pareil d'ailleurs, pour discuter d'un texte. C'est très rare lorsqu'on a cette confrontation avec vous par rapport à un texte, et Eric vous l'a expliqué, parce que c'est quand même pas évident de faire un texte européen dans la mesure où il y a tous les groupes politiques. Et pour répondre à ta première question, c'est que quand ça a été voté à la commission agriculture, c'est vraiment la décision. D'ailleurs, ça n'a pas été voté en plénière, ça sera voté après, ce qui est un peu surprenant, parce que des fois c'est voté en plénière, donc là il y a les 750 députés, on est 751 exactement, donc 74 députés français, qui sont européens, mais qui représentent la France. Et lorsque c'est voté en commission, ça représente quand même les 28 États membres et tous les groupes politiques. Donc ça pèse par rapport à la Commission et par rapport aux États membres, parce que le Parlement européen est le seul démocratiquement élu. La Commission n'est pas élue. Et les États membres, bon, alors ils sont élus démocratiquement dans chaque pays, mais vous voyez bien que là, le rapport de force, c'est plutôt qu'est-ce que je vais défendre par rapport à ce que représente l'agriculture dans mon pays. Et quand Eric était inquiet des Pays-Bas, c'est que les Pays-Bas, ils font de l'agriculture hors sol. Et donc on peut se dire, si les Pays-Bas insistent pour qu'ils mettent la culture hors sol dans le bio, là vous voyez que la position du Parlement, c'est de dire non. Parce que pour nous, le bio, c'est d'abord une pratique. Et puis il y a des États membres qui disent, ah mais pour nous, le bio, c'est le produit final. Quelle que soit la méthode, on veut un produit final bio. C'est-à-dire pas de résidus de pesticides, ni d'OGM, etc. Ça, c'est une vision très anglo-saxonne des choses. Vous voyez, ça me fait penser au poulet au chlore. Rappelez-vous, vous savez, sur le TAFTA. Les Américains, ils ne regardent pas la façon dont on élève la volaille. Mais par contre, ils veulent que la volaille qui est consommée, on la trempe dans l'eau de Javel, et c'est sûr qu'au bout du compte, il n'y a plus de bactéries. Vous voyez, ils sont sur la finalité. Et on a toute cette discussion sur le bio. Et ce qu'on a maintenu au niveau du Parlement, et ça c'est très clair, c'est que pour nous, c'est le principe, et notamment le rapporteur, c'est Martin Osling, c'est un Vert allemand, il a dit, pour nous, c'est la méthode qui est importante. Après, le produit, il suit la méthode, et si tout est fait dans, vous voyez, avec des bons principes, et ben, le produit final, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'OGM, enfin OGM, vous savez que c'est à 0,9%, pour les semences, c'est à 0,1%, mais on ne veut pas que transiger là-dessus. Et on ne veut pas transiger aussi pour qu'il y ait beaucoup de pesticides. Parce qu'on en voudrait 0, nous, de pesticides. Mais vous voyez qu'après, quand vous parlez de la mixité,
Le Parlement, par exemple, il était contre la mixité, en disant on va mettre 10 ans, mais il faut que... Oui, la Commission est contre la mixité, parce qu'elle dit si il faut que on fasse du bio et du non-bio, vous voyez bien que c'est difficile quand même cette coexistence. Alors ils disent, mais au niveau des végétaux, il ne faut pas que ça soit les mêmes. Au niveau de l'élevage, il faut que ça soit vraiment séparé. Mais enfin, quand on a un verger non bio et quand on a des céréales bio, eh ben, il n'y a pas de frontières. Vous savez, vous connaissez Tchernobyl, hein, les nuages n'ont pas de frontières. Eh bien, les nuages aussi de pesticides, ça n'a pas trop de frontières aussi. La Commission maintient pas de mixité. Et là, le Conseil et le Parlement disent, mais si on ne maintient pas de mixité, on va réduire le bio à une niche. Donc, vous voyez, c'est toute cette discussion qu'on a. Alors, sur ce, comment on peut faire pour gagner dans les trilogues? Ben, c'est un rapport de force. Il faut qu'il y ait un rapporteur qui soit énormément suivi par ces groupes politiques pour que le Parlement, vous voyez, dise non, on n'accepte pas la position de la Commission. Et il faut qu'on ait des États, d'où l'importance d'avoir une présidence qui aille dans notre sens. C'est dommage que le Luxembourg, vous voyez, n'ait pas conclu. Parce qu'on avait des écolos au niveau du gouvernement du Luxembourg. Alors qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas beaucoup d'écolos. Vous voyez, ils sont très liés à leur façon de cultiver. Mais ils sont pressés pour finir. Donc s'ils sont pressés pour finir, il faut se les prendre un peu comme alliés. Et puis après, il y a des deals. C'est-à-dire, on peut lâcher sur quelque chose, et donc c'est tout le problème après de la discussion des groupes politiques, mais en contrepartie, il faut gagner là-dessus. Donc il faut vraiment établir des priorités. C'est un vrai, vous voyez, rapport de force. Puis votre deuxième question, elle était sur... Les conseils pour les organisations... Oui, ben, là, c'est très important que vous soyez présents à la fois. Mais juste 2 mots. Sur la consultation, vous êtes intervenu, et donc c'est important parce que la commission regarde qui répond à la consultation, parce que c'est une consultation citoyenne. Il y a aussi, bien sûr, les groupes agroalimentaires, mais il y a aussi la consultation citoyenne. Et plus vous pressez, plus les États se disent « Ah, mais il faut défendre le bio », parce qu'il y a tous les gens derrière qui poussent. Donc c'est très important, votre mobilisation, parce que ça joue là au niveau du Conseil. Et bien sûr, des députés européens, mais là, il y a eu quand même un premier vote à la Commission Agriculture qui va dans le bon sens. Bien, on va peut-être passer à une deuxième question. Sinon, j'en ai plein d'avance, hein, mais le but, c'est quand même que ce soit la salle qui en parle. Bonjour, Nathanaël Bejoff, je suis paysagiste, horticulteur et puis un projet de jardin botanique sur Benin. J'avais une question liée à un domaine agricole qui est justement pas assez progressiste et dont on parle assez beaucoup. Il y a un domaine de l'agriculture biologique qui intéresse de plus en plus l'INRA, qui étudie 2 extraterrestres dans l'agriculture biologique. Je veux parler de Pascal Hout qui cultive ses légumes sans eau près de l'Odève, dans l'Hérault, et de la ferme de Bec-et-Loing qui, grâce à la permaculture, arrive à produire sur 1000 mètres carrés ce que l'agriculture moderne produit sur 1 hectare. Donc ça rejoint peut-être un peu le débat sur la Hollande, puisque c'est un problème de volume de production qu'ils ont aussi. Ma première question est de savoir quelles seront les aides apportées par l'Europe à la permaculture, à cette agriculture qui peut nourrir la planète. Et ma deuxième question, qui est peut-être un peu plus locale, qui lui est rattachée, c'est qui concerne donc le terrain rare des Choix et Cévenol, avec la culture en terrasse qui a été abandonnée au profit de l'agriculture moderne ou industrielle. Et en développant cette permaculture, ces terres à l'abandon ne retrouveraient-elles pas une seconde vie? Est-ce que votre question est destinée à quelqu'un en particulier ou un peu à tout le monde ou... Non, non. Je ne sais pas qui est le mieux à nous-mêmes de me répondre. Mais ça rejoignait un peu le débat sur la Hollande, puisque c'est le problème de la Hollande, c'est un problème de petite surface, et de production qui soit suffisante. La permaculture y arrive. Merci pour votre question et bonsoir à toutes et à tous. Merci à Muriel pour l'organisation du débat et au maire d'Aubenas pour son accueil. La question que vous posez est intéressante parce que dans un débat où on recherche
le vrai dans notre alimentation. Poser la question de savoir si des formes complètement nouvelles et pionnières de culture sont capables de répondre normativement à ce qu'on recherche idéologiquement dans l'agriculture biologique, je pense que c'est un beau sujet de philosophie qu'on posera aux étudiants pour le bac cette année. La question, personnellement, mais chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut, je ne pense pas que dans une agriculture complètement dirigée, or celle laquelle vous faites référence est une agriculture, est une forme d'agriculture complètement dirigée, on puisse avoir exactement le même produit qu'en agriculture biologique. On aura des carottes, on a des fraises, on aura des tomates. On aura peut-être une plus grande sécurité alimentaire si effectivement tout est produit sous cloche. Mais est-ce que c'est l'endroit où on veut tous aller et la forme de développement auquel on aspire tous? Je ne le crois pas. Je le crois d'autant moins que nous représentons 3 groupes politiques qui sont autant partagés entre le Nord et le Sud que nous sommes partagés entre nous. Je crois que quand on parle d'alimentation, c'est une notion qu'il faut bien avoir présent à l'esprit dans la dimension européenne. Nous, les sudistes, qui majoritairement dans notre histoire avons été plutôt marqués, et je le dis sur la pointe des pieds ici en Ardèche, qui avons été plutôt marqués par une culture catholique, nous avons avec la table une relation particulière qui nous amène à être les territoires qui avons créé, revendiqué, qui nous battons pour des AOP, des IGP, en clair, des produits qui ont du goût, de la couleur et de la saveur. Par opposition à une culture d'Europe du Nord qui a une appréhension de l'alimentation qui est assez différente de la nôtre et qui va chercher dans son alimentation le zéro risque, ou plus exactement la sécurité totale, c'est-à-dire le zéro microbe. Ce n'est pas des technocrates qui, à un moment, ne voulaient plus qu'il y ait de planches en bois pour affiner les fromages. C'est une bataille de culture entre la perception de l'Europe du Nord et la perception de l'Europe du Sud. J'ai été, dans la précédente législature, le rapporteur de l'Organisation commune des marchés. Je vous assure qu'il y a eu des moments, des batailles, qui m'ont paru surréalistes sur ces questions-là. Sur la relation que nous entretenons à notre alimentation. Et finalement, ce que nous reportons sur l'agriculture, c'est d'abord l'image de ce que nous voulons trouver dans notre assiette. Alors, est-ce que l'Europe va aider des formes nouvelles d'agriculture? Oui. Oui. Dans le deuxième pilier de la PAC, qui est aujourd'hui dans les mains des régions, il y a des crédits d'investissement qui ne sont pas spécifiquement fléchés et qui permettront demain l'expression de toutes les formes d'agriculture dès lors qu'il y a porteur de projet et qu'il y a les capitaux complémentaires à la subvention. Car n'oublions jamais qu'une subvention, c'est qu'une partie d'un financement. J'ai une question au fond de la salle. Oui, bonjour. Caroline Pierret pour l'association Terre et Humanisme. En fait, ma question rejoint aussi celle de monsieur, évidemment. La question de la permaculture et l'agroécologie devient de plus en plus prégnante dans les débats, surtout par rapport, vis-à-vis de la question des pesticides. Je voulais savoir si ce paramètre-là est de plus en plus abordé dans les consciences au Parlement européen. Votre question s'adresse à quelqu'un en particulier? Les impressions des 3 seraient bienvenues. Ah, j'oublie pas M. Permort qui est au bout et qui attend patiemment, mais je vais lui poser une question juste après, parce que visiblement, il n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer, mais je pense que je vais passer la parole à M. Andrieux. Oui, bien sûr que la question des pesticides est au cœur de la discussion, mais
Michel a fait allusion dans son propos introductif. La question, et nous on le traduit par la question des seuils finalement. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, surtout pour le végétal, dire qu'on produit du bio à 100%, j'espère que je ne vais pas vous choquer en disant ce que je vais dire, donc ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé du l'âge de Tchernobyl, on peut être à l'insu de son plein gré, être pollué sur l'exploitation et avoir des produits dans lesquels on va détecter, si vous voulez, donc, des produits non conformes, pour le moins. Donc la question est posée. Je pense qu'en l'état, nous avons très peu, honnêtement, très peu de solutions au 100%. Donc voilà. Si on pose la question des seuils de tolérance, c'est-à-dire voilà, en gros, au-delà de ce seuil, de pollution, hein, donc des produits, on sort ce produit-là du marché, je parlais simplement de l'agriculture biologique, on a deux cas de figure qui se présentent à nous. C'est-à-dire, si effectivement l'agriculteur a triché, il est normal qu'on retire son produit du marché de l'agriculture des produits biologiques. Jusque-là, ça me paraît, donc, et là, du coup, le seuil se justifie, donc, est nécessaire, donc, bien sûr. Si l'agriculteur est victime d'une pollution extérieure, qu'on ne peut pas identifier, parce que le problème, il est là. Si on savait que c'est le voisin immédiat qui a pollué, parce qu'il y a de l'agriculture conventionnelle et qui a pollué, donc l'exploitation de l'agriculture en question, mais on va sanctionner l'agriculture en question et on va appliquer le principe du pollueur-payeur, donc, et là, donc on va... Mais la question, objectivement, n'est pas si simple que ça. Ça veut dire que la pollution, pour identifier d'où vient le foyer de pollution, c'est pas une question simple. Et que donc, nous, donc, la Commission proposait, elle, des seuils, de façon brutale, disant, voilà, au-delà de ces seuils, tout produit dans lequel on détecte, tout produit alimentaire qu'on détecte donc, une présence supérieure à ce seuil-là, ben, est sorti du marché. Bien sûr, sans compensation économique. Donc ça veut dire qu'au moment où on veut développer l'agriculture biologique, on met l'agriculteur, on a un cas d'école, qui est un conventionnel, qui fait passer 50% de sa production en bio, si vous voulez, année 2, donc il est pollué, donc, hein, et on lui retire du marché ses produits, sans compensation. Donc la perte économique n'est pas moindre. Donc si vous voulez, devant ce phénomène-là, dans la mesure où les États membres donc, et la Commission ne prévoit pas et exclut de fait le principe d'une enveloppe budgétaire spécifique pour compenser le manque à gagner, si vous voulez, j'appelle ça le tourner en rond, si vous voulez. Et dans la mesure où sur le volet assurantiel, les choses progressent, mais pas suffisamment, de mon point de vue, pour prévoir ce type d'incidence, on a une grosse difficulté. Donc nous, ce que nous proposons, là, c'est un sujet majeur sur lequel on n'a pas tranché, bien sûr, encore, hein, et je crois qu'il y en a pour de nombreuses heures, c'est qu'on propose, qu'on mette en place un processus sur les 5 ans à venir pour prendre en compte à l'échelle communautaire des 28 tous les cas de pollution, pour établir des protocoles, parce qu'il faut savoir, d'avoir raison de garder, et savoir amener des... Parce que c'est facile d'affirmer, d'avoir une approche dogmatique, et après on est dans l'incapacité de faire respecter le dogme qu'on produit. Et quelquefois, les mesures prises ont l'effet inverse et l'effet attendu. Et qu'aujourd'hui, au moment où l'agriculture bio se développe, on peut avoir chez les agriculteurs un phénomène inverse et avoir moins d'agriculteurs qui arrivent sur le bio que de permettre d'accompagner donc, la réponse à la demande. Donc ce que nous proposons, nous, c'est de dire, pendant 5 ans, ça c'est une proposition d'un amendement, pour être précis, on propose d'observer tous les cas au niveau européen et de les pointer et d'essayer de construire collectivement un ou des protocoles d'intervention. Et que ces protocoles d'intervention fassent qu'on avance vers la notion de pollueur-payeur, mais en l'état au moment où nous parlons, nous n'avons pas la réponse. Il faut se le dire, voilà, en toute humilité. Et donc le principe, c'est qu'il faut aller sur 3 pistes. 1, identifier toutes les modes de pollution, créer des processus et des protocoles adaptés à chaque mode de pollution. 2, travailler les pistes du côté assurantiel, qui peut prendre en charge le volet assurance privée, donc ces risques-là. Et 3, permettre à ce qu'il y ait une enveloppe budgétaire qui permette de compenser le manque à gagner pour l'agriculteur. Sans cela, je crains fort, et pour certains le penser, que certains agriculteurs qui s'engagent dans la démarche se retirent de la démarche
et reviennent sur le conventionnel, donc pur et simple. Mais ça reste une vraie question, donc, qui aujourd'hui, je le redis, sera de mon point de vue au cœur donc, de la discussion dans le débat sur la réglementation. Bien, donc il a été présenté tout à l'heure, mais je vais le faire un tout petit peu plus longuement. Monsieur Permort, qui est au bout de la table là-bas, il est donc agriculteur à Beaulieu, c'est à l'est de Montélimar. Il est installé depuis 1991, il s'est transformé en bio à partir de 1996, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, et ça lui a pris à peu près 3 ans. Alors vous produisez un peu de tout, hein. Il y a 25 hectares visiblement en légumineux, du maraîchage un petit peu, de l'ail de semences, du topinambour en bio, sauf erreur de ma part, céréales sèches, et vous faites même un petit peu d'ovin. Tout à l'heure, on s'est un peu concerté et vous m'avez dit que la dimension sociale du bio vous intéresse particulièrement. Dites-moi pourquoi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être présent parmi vous ce soir sur ce thème qui est, de mon point de vue, vraiment essentiel. Enfin, moi, en tant que paysan, donc associé dans un GAEC familial, je dirais, on le vit tous les jours dans notre travail. Et cette réforme, enfin cette évolution du cahier des charges de l'agriculture biologique nous touchera demain sur notre travail, notre terrain. Et c'est vrai que, alors, avant d'aborder le domaine social qui m'est vraiment cher, et puis je pense aussi à tout le réseau de la FNAB, enfin, où je suis un membre actif, donc le réseau FNAB, en Ardèche, à Ribeux-Ardèche, et au niveau régional, c'est Corabio. Mais juste, je me permets sur la question des résidus pesticides. Enfin, ça m'interpellait, hein, c'est pas que je suis en désaccord avec ce que vous disiez, bien sûr, M. Andrieux, mais moi, il me semble, enfin, tous les jours dans nos champs, on a l'obligation de moyens, mais pas l'obligation de résultats, mais l'obligation de moyens du cahier des charges en agriculture biologique, hein, dans les préceptes donc, de la charte IFOAM, hein, les mouvements donc, des acteurs de l'agriculture biologique au niveau mondial qui nous régit, dit de tout mettre en œuvre pour ne pas se faire polluer. Et donc c'est clair que concrètement, sur notre ferme, ça a été de planter des haies, principalement, en plus pour la biodiversité c'est super important, enfin, etc. etc. Mais de tout mettre en œuvre pour ne pas être pollué. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Ça nous appartient, nous, paysans bio, aussi de prendre toute cette dimension de notre travail. Au niveau social, enfin, moi je trouve que c'est vraiment une question essentielle qui est très prégnante, très présente dans la charte IFOAM, que je citais précédemment. Et il faut dire que, bon, nous sommes en Europe, et on est heureux de l'être, hein, je crois, mais nous sommes régis, donc le cahier des charges européen existant et celui en discussion aujourd'hui, n'aborde absolument pas cette question. On est sur un cahier des charges totalement qui est régi des normes techniques et qui a complètement oublié cette dimension, la dimension sociale. Alors qu'elle est vraiment au cœur, je pense, de l'ensemble, enfin une grande majorité, j'espère de tous les gens qui travaillent en bio, c'est quel niveau, au niveau social, enfin qu'est-ce que ça veut dire, et c'est vraiment travailler autrement. Je regrette, enfin, vraiment que ce ne soit pas une dimension qui a été au moins mise sur la table, avec une notion de progrès peut-être, hein, je veux dire, mais que ce ne soit pas débattu aujourd'hui. Bon, on peut espérer que ça soit dans une prochaine réforme, mais voilà, moi je pense que c'est vraiment une lacune importante. Et juste pour en terminer là-dessus, pourquoi on a une révision aujourd'hui du cahier des charges? Il faut dire, ça a été lancé par l'ancien commissaire à l'agriculture, M. Dacian Solos, hein, qui est, de mon point de vue, et on a eu, enfin, la fédération, la FNAB, l'occasion de travailler étroitement avec lui, vraiment quelqu'un de convaincu envers l'agriculture biologique, ses valeurs profondes, mais aussi le besoin d'évolution de l'ensemble de l'agriculture. Parce que, je veux dire, on est convaincu et heureux d'être en bio pour tous ceux qui le sont, mais notre environnement, on a même en Drôme ou en Ardèche encore au moins 80% de nos voisins qui sont conventionnels. Donc la dimension d'évolution est immense, hein, au niveau de notre territoire. Et je veux dire, il s'est basé sur le rapport des comptes de la Cour européenne qui mettait vraiment le doigt sur des gros dysfonctionnements, des fraudes
massive sur le cahier des charges existant, le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et donc il a dit c'est pas acceptable, il faut absolument faire progresser le cahier des charges pour mettre des rustines, hein, si j'ose dire, utiliser ce terme, sur le cahier des charges pour plus que ça puisse se produire. Donc je pense qu'on peut être que heureux que nos instances européennes soient motivées et progressent voilà, sur ces questions. Néanmoins, il y a encore un bout de chemin assez important de mon point de vue.